Donc, nous allons, excusez-moi, j'ai des interruptions sur mon écran. Nous allons écouter aujourd'hui Charles Fouillade qui va nous parler un peu des techniques de single cell. Donc Charles est un spécialiste du poumon. Il a fait sa thèse sur Notch, le rôle de Notch dans la vascularisation et dans le développement de la vascularisation du poumon. Et il a rejoint l'équipe de Vincent Favaudon pour faire son postdoc. Et depuis, il continue à travailler sur cette thématique initiée avec Vincent et découverte avec Vincent, qui est l'irradiation flash. Donc, lorsque Vincent est devenu émérite, son équipe s'est fusionnée avec la mienne. Donc, c'est un plaisir d'accueillir Charles aujourd'hui. Pour finir, je dirais juste que bon, c'est un brillant jeune chercheur qui va probablement prendre les directions que nous allons quitter et qui supporte les 2 directeurs émérites qu'il a sur le dos actuellement, c'est-à-dire Vincent Favaudon et moi-même. Donc rien que ça représente un vrai sacerdoce. Donc Charles, Non, ça va, ça va. je te laisse la parole pour parler sciences maintenant. Merci beaucoup, Marie, pour l'introduction. Donc, moi, je vais vous présenter donc, toutes les méthodes un peu de transcriptomique spatiale qui sont développées au cours des dernières années. Peut-être que je peux essayer de partager mon écran, ce sera peut-être plus simple que si vous me regardez parler pendant 1 heure, ce sera peut-être moins agréable. Alors, tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bien. Oui, c'est bon? Bon, voilà, parfait. Donc voilà, donc moi je vais, comme Marie l'a dit, je travaille initialement, même principalement sur le développement et la compréhension des mécanismes de cette nouvelle méthode de radiothérapie qui a été développée par Vincent Favaudon et Marie-Catherine Vosenin, qui est la radiothérapie flash. Ce n'est pas ce dont je vais vous parler ce soir, mais ce dont je vais vous parler ce soir, c'est les méthodes plus de transcriptomique spatiale qui ont été développées, parce qu'on a incorporé en fait ces nouvelles méthodes qui sont très fortement liées aux méthodes d'analyse single cell par RNA-seq que vous allez voir, mais pour les adapter en fait à nos questions scientifiques à nous. Donc là, je parlerai pas très peu de la radiothérapie, des effets de la radiothérapie un tout petit peu à la fin pour vous présenter un petit peu ce que nous on fait au labo, mais c'est vraiment plus axé sur vraiment faire une sorte une overview des différentes méthodes et des potentielles applications de ces méthodes de transcriptomique spatiale. Donc, pour commencer, en fait, jusqu'à très récemment, même encore aujourd'hui, toutes les techniques d'ANAPAT et tout ça, notamment pour caractériser les tumeurs et les tissus, reposent essentiellement sur tout ce qui est immunohistochimie, immunofluorescence, comme vous pouvez voir ici. C'est des techniques qu'on connaît tous, où on peut regarder 1, 2, 3 marqueurs maximum simultanément sur une coupe. Alors, ça permet d'identifier certaines populations cellulaires, comme vous pouvez le voir, ou regarder caractériser un peu spatialement certains types de tumeurs ou certains tissus, mais ça reste quand même assez limité, notamment parce qu'on est limité par le nombre de marqueurs qu'on peut utiliser sur la même coupe histologique. Donc, très récemment, dans les 10 dernières années, il y a eu le développement de toutes les technologies dites single cell qui, à la différence de l'analyse du tissu en bulk, cette fois-ci, on pouvait dissocier le tissu, alors que là, je vous ai pris l'exemple pour une tumeur du sein, mais on peut dissocier différents types de tumeurs ou différents types de tissus. On fait des suspensions de cellules qu'on charge sur des appareils qui permettent de faire du single cell. Là, le plus connu, c'est la solution d'une société qui s'appelle Disic Genomics, qui est basée sur l'encapsulation de cellules dans des gouttelettes et qui permettent en fait d'analyser le transcriptome de chaque cellule individuellement.
Donc, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez voir ici ce qui s'appelle une représentation en 2 dimensions des données single cell, où chaque point représente une cellule et le profil transcriptionnel de chaque cellule est projeté en 2 dimensions. Et vous pouvez voir, donc, ça forme des sortes de clusters, des petits nuages de points, où chaque nuage de points représente un type cellulaire en particulier. Donc, je ne vais pas revenir très en détail, sauf si vous avez des questions à la fin sur ces méthodes-là, mais plutôt, ça sert de base, ça a servi de base, notamment donc, la caractérisation de ces profils moléculaires à l'échelle de la cellule unique, au développement d'autres technologies en parallèle, qui sont les technologies de transcriptomique spatiale. Et ça a tellement connu un essor vraiment très, très important à partir des années 2014, 2015, 2016, que ça a été reconnu comme une méthode, enfin, ça a été sélectionné par Nature Methods comme la méthode d'avenir pour l'année 2020, qui se regroupent sous cette thématique qui s'appelle maintenant Spatially Resolved Transcriptomique. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir analyser chaque profil moléculaire de chaque cellule à l'intérieur du tissu. Donc, c'est vraiment une sorte de combinaison de l'histologie, l'histopathologie avec les techniques d'analyse et de profiling à l'échelle cellulaire qu'a apporté les technologies single cell. Donc, si on revient un peu sur l'historique de toutes ces techniques d'analyse de transcriptomique spatiale, ça a commencé, la première détection d'ARN dans du tissu a commencé au début des années 80, avec toutes les techniques de fiches qui ont connu des différentes itérations, améliorations. Et vous voyez que c'est vraiment au niveau à la charnière des années 2010 que ça s'est vraiment accéléré. Je pense que certains d'entre vous connaissent les techniques commercialisées qui s'appellent RNAscope, qui permettent de détecter, d'amplifier certains ARN sur des coupes histologiques pour pouvoir détecter la présence d'ARN sur ces coupes histologiques. Donc, c'est un peu l'ancêtre des autres approches de transcriptomique spatiale qui ont été développées dans les années à venir. Et à partir ce que vous voyez ici, c'est qu'à partir des années 2014-2015, que je vous disais, il y a eu une explosion vraiment de développement de ces méthodes de transcriptomique spatiale. Donc, je ne vais pas vous les présenter, et encore plus dans les années à venir, où vous voyez ici comment ça s'est construit, soit sur le développement de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, ou bien sur une amélioration des méthodes d'existence. Par exemple, comme je vous présenterai, comme les méthodologies SecFish ici, que vous avez ici, ou le Visium développé par la société Disic Genomics, qui commercialise déjà des solutions pour faire du séquençage de cellules uniques. Donc, comment ça se présente, quel est un peu les idées et les concepts derrière la transcriptomique spatiale? Donc, pour faire très schématique, vous partez d'un tissu, que ce soit une tumeur ou un tissu sain. D'habitude, il est classiquement dissocié pour identifier les différents types cellulaires qu'il compose. Mais évidemment, au moment où vous le dissociez, vous perdez l'information spatiale. L'idée de départ, c'était de pouvoir combiner l'information qui est apportée par les approches single-cell RNA-seq, dans lequel vous avez un profilage, vous pouvez identifier toute une liste de marqueurs qui sont spécifiques des différents types cellulaires qui composent votre tissu. Et l'idée, c'est de combiner ça avec des approches pour pouvoir récupérer l'information spatiale et donc le combiner avec des approches de transcriptomique spatiale. Et donc, parmi les premières qui ont été développées, c'est donc des approches de transcriptomique spatiale en multiplexant des hybridations de sondes donc, qui s'appelaient multiplex RNA SMFish, SMFish pour Single Molecule Fish. Ça faisait partie des premières méthodes que je vous ai montrées dans la diapo précédente sur l'identification pour la détection de molécules d'ARN sur des coupes histologiques. Et vous voyez qu'en combinant ça avec les différents marqueurs, en hybridant des sondes spécifiques des différents marqueurs des différentes populations, vous pouvez les hybrider et vous pouvez ensuite récupérer l'information spatiale que vous aviez perdue par la dissociation. Ça vous permet donc d'identifier sur votre coupe de tissu où se trouvent les différents types cellulaires. Et donc, vous faites ça évidemment sur des coupes de tissu sain ou sur un contrôle sain, où vous pouvez cartographier la position, la composition de votre tissu en fonction des différents types cellulaires, etc. Et vous pouvez le comparer à des solutions, à des situations dans lesquelles des situations pathologiques. Et en comparant ces deux
en faisant une analyse spatiale de ces deux conditions, vous pouvez extraire comme ça des informations sur le remodelage qui a lieu au cours d'une progression tumorale, par exemple, ou la disparition de certains types cellulaires, l'apparition de nouveaux, le changement moléculaire, de profil moléculaire de certains sous-types de cellules. Donc, toutes ces questions, vous voyez que ce type d'approche est extrêmement puissante, et c'est pour cela que ça a connu vraiment un essor extrêmement important dans ces dernières années, avec toutes les promesses que ça peut avoir de pouvoir analyser les différents types cellulaires, leur réorganisation à l'échelle du tissu, et non plus être limité, comme on l'était jusqu'à maintenant, à juste quelques sous-types cellulaires, quelques marqueurs. Donc, pour faire très rapidement, pour vous présenter je ne vous présenterai pas en détail toutes les méthodes. L'idée n'est pas de faire un catalogue des différentes méthodes de transcriptomique spatiale. Vous voyez ici qu'il y a 4 grandes classes, on va dire, de méthodes de transcriptomique spatiale. Je vais commencer par celles dont je ne parlerai pas, c'est faute de temps, mais qui sont tout aussi intéressantes que les autres. C'est cette première méthode qui est une méthode dite de séquençage, où donc, vous hybridez des sondes, vous avez une technique d'amplification pour ensuite aller séquencer chaque transcrit pour pouvoir l'identifier dans le tissu. C'est des méthodes qui sont assez complexes à mettre en place, qui pour l'instant n'ont pas été encore adaptées dans un grand nombre de laboratoires. Ce sont encore des techniques assez récentes, donc ça peut venir probablement. Mais elles sont assez difficiles à développer. Il y a aussi donc, tout ce qui est microdissection, où là, vous allez hybrider des sondes, que ce soit des sondes ARN ou des marqueurs morphologiques, pour aller ensuite venir piquer et absorber le contenu de vos cellules d'intérêt qui ont été préalablement marquées. Et là, vous pouvez les analyser, vous analysez la totalité des transcriptomes de ces cellules. Donc ça, c'est une approche plus spécifique, ciblée sur des populations d'intérêt. Donc vous voyez, ces 2 premières méthodes sont assez complémentaires d'autres méthodes dans lesquelles je vais rentrer un peu plus en détail, qui sont donc les méthodes d'approche par séquençage, ou des approches dites par imagerie, et notamment par hybridation de sondes pour détecter les ARN, comme je vous avais présenté tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, les sondes type SMFISH. Donc, c'est ces 2 types de méthodes que je vais vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. La première, donc, de ces méthodes, c'est les méthodes dites de séquençage. Donc, la plus connue, c'est celle qui est développée par la société Disic Genomics, qui a récemment, il y a quelques années, acheté une société qui développait donc, cette solution de transcriptomique spatiale. On appelle ça par array, parce que c'est un peu la même idée que les micro-arrays, pour ceux qui se souviennent de ces technologies-là, où en fait, ce qui est sur une lame est cotée, la lame est cotée en fait avec des billes, des sortes de zones. C'est pas vraiment des billes, c'est des zones dans lesquelles il y a un barcode, et sur ce barcode est fixé donc un oligo-DT qui va permettre la capture des ARN, qui va permettre la capture des ARN. Et donc, quand vous venez déposer donc, votre section de tissu sur cette lame spécifique, après différents traitements, les ARN vont pouvoir être extraits et venir se fixer sur chaque zone de la lame qui contient chacun un barcode spécifique. Donc ensuite, quand vous pouvez récupérer isoler ces ARN qui ont été hybridés, les séquencer et avoir accès donc à l'information spatiale, puisque grâce au barcode qui est présent sur la lame, vous savez exactement à quelle endroit du tissu se trouvent ces ARN, et donc par des analyses bioinformatiques, pouvoir reconstituer dans quelle région de votre tissu sont exprimés quels ARN. Pour la solution actuelle, qui est actuellement commercialisée par Disic, vous voyez comme ici que ça représente des zones qui font à peu près 100 micromètres sont des cercles de 100 micromètres de diamètre et qui sont non jointifs. Ce qui veut dire vous voyez, il y a des zones dans votre tissu qui ne seront pas explorées
Et l'autre inconvénient, l'autre aspect de cette méthode est que vous allez moyenner sur 100 micromètres la totalité des ARN présents dans cette zone. Donc, si vous avez des cellules qui sont relativement grandes, ça peut encore aller, mais en tout cas, vous n'êtes certainement pas à l'échelle de la cellule unique en termes de résolution, qui peut, en fonction de la question que vous posez, peut avoir des répercussions. Mais c'est déjà une méthode extrêmement importante et extrêmement puissante qui permet de cartographier déjà à l'échelle d'un tissu entier le profil d'expression des différentes régions. Donc, pour vous donner un exemple de ce que cela donne, là ici c'est donc sur le cortex préfrontal chez l'homme. Vous voyez, ils ont découpé donc ils ont fait des coupes histologiques de cortex préfrontal humain. Ils les ont hybridés sur les différentes lames. Donc, il faut savoir qu'aussi pour ce type de méthode, il y a toujours une acquisition histologique, en hématoxylinéosine ou une coloration histologique classique pour visualiser la topographie du tissu et la morphologie, bien sûr. Et par-dessus ça, vous pouvez venir mapper le transcriptome de vos différentes régions. Et vous pouvez donc demander, à travers du logiciel d'analyse qui est fourni par la société DISIX, venir analyser et regarder l'expression de certains marqueurs qui vous intéressent pour identifier où ces gènes sont exprimés, dans quelle région, est-ce qu'ils sont spécifiques d'une population, est-ce qu'ils sont spécifiques d'une région en particulier de votre tissu. Donc ça peut, évidemment, si on commence à comparer les différentes régions entre les différents patients et ainsi de suite, et vous voyez, vous avez accès à toute cette information spatiale qui est certes pas à l'échelle de la cellule unique, mais qui vous permet quand même d'avoir une cartographie de votre tissu extrêmement importante et relativement précise, beaucoup plus précise que les colorations et les marquages histologiques classiques, bien sûr. Donc, ça, c'est un autre exemple, cette fois-ci, qui a été fait pour le cancer de la prostate. Vous voyez encore une fois, cette fois-ci, même à l'intérieur d'un tissu cancéreux, on peut quand même extrêmement bien repérer les différentes zones. Vous pouvez être capable vous pouvez sélectionner un paquet de marqueurs. C'est pas forcément, vous n'avez pas obligatoirement besoin de sélectionner un seul marqueur. Vous pouvez sélectionner des marqueurs spécifiques et sélectionner donc le profil de profils moléculaires en fonction de la sélection de ces marqueurs dans les différentes zones. Ici, vous pouvez voir que vous arrivez à identifier sur cette coupe histologique une partie de zone de glande normale, toute une partie de stroma ici, ou encore la partie vraiment tumorale qui est en haut là. Donc, c'est des méthodes qui sont extrêmement puissantes en termes d'analyse. Vous pouvez aussi très bien faire l'inverse, c'est-à-dire sélectionner une partie de votre coupe. Par exemple, la zone péritumorale, par exemple, est déterminée et demander, faire l'analyse pour identifier quels sont les marqueurs de cette zone péritumorale sur votre coupe. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Ça vous permet d'identifier de novo en fait, des profils moléculaires de certaines régions soit du tissu du micro-environnement tumoral ou de certaines parties de la zone tumorale ou du stroma ou de la partie plus saine, etc., etc. Donc voilà, ça c'est encore une deuxième, c'est juste pour vous montrer un peu plus encore une fois sur la partie tumorale, ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder par exemple l'infiltrat immunitaire, et notamment là, par exemple, ce qui a été fait, c'était vraiment les différents sous-types de cellules T qui ont été identifiés au sein de cette tumeur de la peau, où vous pouvez voir que en regardant l'expression de certains marqueurs de lymphocytes T, par exemple pour des marqueurs les immunorégulateurs, comme CTLA4 par exemple, vous pouvez regarder quels sont ces sous-types de cellules T, où se trouvent les cellules T qui sont CTLA4 positives. Vous pouvez faire ça avec différentes, pour regarder les sous-types de lymphocytes T qui sont cytotoxiques, etc., etc.
Donc, on peut, en regagnant cette information spatiale, même si on n'est pas à l'échelle single cell, vous voyez qu'on a déjà une première, une vision relativement précise, surtout avec ce gain d'information spatiale, qui est cette possibilité de mapper sur la coupe histologique les informations du profil moléculaire de chaque sous-type cellulaire. Alors, on ne visualise pas chaque cellule vraiment à l'échelle unique avec cette méthode, mais ça donne déjà une très très bonne idée de où se trouvent les différents types cellulaires, enfin en tout cas dans quelle région, est-ce qu'ils sont localisés dans une région à l'intérieur de la tumeur ou très à distance, ou dans le stroma péritumoral, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour la première méthode qui est vraiment, je pense, actuellement une des méthodes les plus répandues, même si ces méthodes-là ne sont pas encore vraiment adaptées, utilisées par tous les labos. Pour ceux qui veulent se lancer dans la transcriptomique spatiale, ils peuvent utiliser ce type de méthode qui est relativement facile d'accès. Comme ça a un coût assez élevé, mais par contre, en termes de protocole et de mise au point, ce sont des protocoles qui se font relativement bien. Un peu comme les protocoles de single cell RNA-seq de Disic Genomics qui sont facilement utilisables. Donc l'autre grande méthode dont je voulais vous parler ce soir sont les méthodes à base d'hybridation de sondes. Et notamment, vous allez voir qu'il y a eu différentes méthodes qui ont été utilisées, qui sont assez complexes. La première d'entre elles dont je voulais vous parler, c'est une méthode qui s'appelle SeqFish, pour sequential fish. Et je commence celle-là parce que c'est celle qui est un peu plus simple, on va dire. Et en tout cas, ça, c'est la première itération qui date, donc, vous voyez, de 2014 ici, de cette méthode qui permet donc de détecter plusieurs types d'ARN sur une coupe de tissu. Donc, ça reprend grosso modo le principe du fiche classique, où vous avez votre tissu, vous venez hybrider des sondes, une vingtaine ou une trentaine de sondes par transcrit que vous voulez détecter sur votre coupe de tissu. Vous couplez une sonde secondaire donc avec un fluorochrome qui permet de visualiser sur cette coupe de tissu vos ARN. Et puis, là, parce que vous voulez en hybrider plusieurs, vous allez d'abord faire un traitement à la DNase qui va venir dégrader vos ARN et vos sondes qui se sont hybridées sur vos transcrits, puis réhybrider un deuxième set de sondes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, si vous considérez que vous avez accès à 3 couleurs, 3 canaux par round d'hybridation, en faisant plusieurs rounds d'hybridation, vous arrivez à détecter plusieurs dizaines de gènes sur une même coupe de tissu. C'est comme vous pouvez voir sur des images en dessous ici. Donc, eux, ils ont réussi à le faire jusqu'à 4 couleurs, mais ça reste quand même relativement limité. C'est assez consommateur de temps. Donc, ils ont développé une autre méthode. Cette fois-ci, ils ont fait ce qu'ils appellent des sortes de codes. C'est-à-dire qu'ils vont venir hybrider chaque sonde ça sera plus pratique sur cette diapo-là pour vous expliquer. Donc, en fait, ils vont hybrider toutes les sondes des différents ARN qu'ils veulent détecter sur leur coupe de tissu. Et puis, ils vont venir jouer avec les sondes secondaires qui seront plus ou moins spécifiques de chaque transcrit pour faire ce qu'ils appellent des codes. Donc, par exemple, le premier gène que vous voulez détecter, vous allez le détecter avec la combinaison de la sonde secondaire 1, puis 4, puis 2, puis 4. Et vous voyez qu'en jouant comme ça sur ces combinaisons de sondes pour chacun des gènes qu'ils veulent détecter, ils arrivent à en déduire après, une fois qu'ils ont complété toutes leurs itérations des différentes sondes secondaires, ils arrivent à décomposer chaque code en fait, correspondant à chaque pixel là où ils détectent un spot. Et ils peuvent ensuite en déduire quel est le gène qu'ils ont détecté à ce moment-là. Donc,
Donc, ça leur permet, l'avantage, c'est que ça leur permet de réduire considérablement le nombre d'hybridations qu'ils sont capables de faire pour détecter un nombre de gènes très important. Et grâce à ça, ils peuvent maintenant aller entre 100 et 500 gènes sur une même section. En l'espace de 4 à 8 hybridations, ils sont capables de détecter la présence de plusieurs centaines de gènes différents, ce qui augmente considérablement la puissance de ce type d'analyse. Alors, le petit inconvénient de ce type d'analyse, c'est plus la complexité d'analyse derrière. Vous voyez que quand il faut décoder chaque code pour chaque gène qui est à détecter, c'est relativement complexe, sachant que ce que vous récupérez, ce sont juste des petits spots lumineux sur vos images. Et à partir de ça, il faut vraiment être sûr que l'image soit toujours bien à la même place. Évidemment, toutes les techniques sont en place pour pouvoir le faire, mais c'est à implémenter au sein d'une équipe, c'est pas forcément évident. Mais c'est extrêmement puissant. Et comme vous pouvez voir ici, ça vous permet de faire deux choses. Ça vous permet, comme pour la technique d'ISIX, le Visium que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire de cartographie. Ici, vous avez un exemple de cartographie au niveau du cortex, de la zone subventriculaire, où vous avez la LGZ et la couche granulaire qui est au-dessus. Et vous voyez, donc, vous pouvez être capable, ils ont coloré en donnant des numéros pour identifier chacun des types cellulaires qui correspondent à chaque cellule. Chaque numéro correspond à un type cellulaire et chaque numéro correspond à une cellule aussi. Et donc, vous voyez, comme ça vous permet d'avoir une information spatiale de quel type cellulaire, comment se répartissent les différents types cellulaires. Et surtout, ce qui est extrêmement important avec cette méthode comparée à la méthode précédente, c'est que vous êtes ici à l'échelle de la cellule unique. C'est-à-dire que vous êtes capable, là je vous montre une image analysée, mais on est capable de retourner sur la coupe histologique et de pouvoir visualiser à l'échelle de la cellule chaque molécule d'ARN qui est détectée. Et ça a l'avantage, c'est un deuxième avantage, c'est que ça vous permet vraiment d'identifier des interactions ou des cellules qui interagissent, qui sont vraiment à proximité les unes des autres. Je vous ai montré ce qui n'est pas possible de faire pour l'instant avec la transcriptomique spatiale type Visium, où on moyenne sur une surface qui est très largement supérieure à celle d'une cellule. Donc là, je vous montre l'exemple dans le cerveau où ils ont hybridé donc, des sondes qui sont spécifiques, soit de la microglie ici, CLP en vert, CLP LG, spécifique d'une cellule microgliale que vous avez à gauche ici en vert, et la Claudine 5, qui est un marqueur de cellules endothéliales que vous voyez en dessous. Donc, vous pouvez repérer, donc, vous identifier où se trouvent vos cellules microgliales, où se trouvent vos cellules endothéliales. Et si vous voulez voir quels sont les ligands et récepteurs qu'elles expriment, ici, là, ils ont pris l'exemple du TGF-bêta qui est sécrété donc, par les cellules microgliales ici, comme vous pouvez voir ici en violet ici ou en rouge, je ne sais pas si c'est du rose plutôt, qui est donc cette cellule microgliale sécrète du TGF-bêta1. Et vous voyez que la cellule endothéliale qui est située en dessous exprime un récepteur du TGF-bêta, permettant, donc, ce qui permet vraiment de visualiser non seulement la proximité d'une cellule par rapport à l'autre, mais aussi de mettre en évidence, de caractériser quels sont un type de communication. Là, ils vous ont pris l'exemple pour la signalisation TGF-bêta. On peut imaginer le faire avec d'autres voies de signalisation ou d'autres marqueurs, d'autres types cellulaires, pour peut-être identifier la cellule voisine, qui peut être une autre cellule endothéliale ou un autre type cellulaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour vous montrer un peu le type d'analyse qu'on peut faire, ce que permet de faire ces analyses de transcriptomique spatiale. Donc ça, c'est une méthode qui est donc la méthode SECFISH, qui n'a pas vraiment encore pour l'instant, à ma connaissance, vraiment de débouché commercial, mais qui probablement ne devrait pas tarder. Une autre méthode très similaire qui a été développée à Harvard par Zai Weizong, qui
qui s'appelle Merfish, qui utilise un peu le même principe que de code dont je vous ai parlé tout à l'heure pour Segfish. Donc là, c'est encore une fois, vous avez votre coupe de tissu, votre section de tumeur, vous pouvez hybrider plusieurs centaines de sondes qui sont spécifiques de plusieurs centaines de gènes, de transcrits que vous voulez détecter. Et encore une fois, avec des systèmes, ils appellent ça des readout séquences, ou des sondes secondaires qui contiennent des fluorochromes, venir hybrider différents sets de sondes secondaires. Et en fonction, là, vous prenez par exemple, si vous voulez détecter ce transcrit-là, il va être détecté par la sonde sonde secondaire 1, puis il va être détecté par la sonde secondaire 2. Donc, vous allez lui avoir, pour la première hybridation, il va apparaître en 1, puis 1 pour la sonde secondaire 2, puis il ne sera pas détecté par la sonde secondaire 4, par exemple. Donc, il y aura 0, etc., etc. Et donc, encore une fois, avec ces codes qui vont vous permettre de décoder en fait, la présence d'un ARN et d'un transcrit spécifique, vous allez pouvoir remonter comme ça, à savoir où se sont exprimés, en fait, quel type cellulaire exprime quel transcrit que vous avez cherché à détecter. Et donc, de la même façon, vous faites l'acquisition de plusieurs rounds d'hybridation. C'est relativement rapide par rapport à quand on le fait à l'échelle de chaque transcrit individuellement, à l'échelle de 3-4 transcrits par round, c'est nettement plus rapide. Vous êtes aussi à l'échelle cellulaire, à la résolution single cell. Donc, encore une fois, ce type de méthode vous permet la même chose que ce que je vous avais montré pour la méthode Segfish, où vous avez votre coupe de tissu. Ici, vous avez une coupe de cerveau que vous reconnaissez. Vous pouvez très bien reconnaître identifier les différentes populations. Vous pouvez zoomer à l'intérieur d'une région pour avoir un détail un peu plus précis de quels sont les types cellulaires qui composent cette région, et zoomer encore un peu plus pour vraiment avoir à l'échelle de quels sont le profil d'expression de sous-types cellulaires, par exemple de sélectionner un sous-type de neurone avec un sous-type de cellules endothéliales des capillaires, par exemple, et de savoir en fait quels sont ceux qui sont juste à côté les uns des autres, quel profil d'expression de certains ligands ou de certains récepteurs ils expriment dans des conditions physiologiques ou dans des conditions pathologiques, et pouvoir les comparer. Donc, la différence de cette méthode par rapport aux méthodes dites de séquençage, c'est que là, vous êtes obligé de sélectionner un panel de gènes a priori. Là où les méthodes de séquençage, comme le Visium commercialisé par Dizix, vous séquencez tous les ARN, vous avez la même sensibilité, grosso modo, que la technologie single-cell RNA-seq. Donc, vous détectez à peu près entre 20 et 30% dans le meilleur des cas des gènes les plus fortement exprimés par vos cellules. Mais là, vous avez une meilleure sensibilité. Ce qu'ils ont montré, c'est que vous avez à peu près un facteur 10, entre 5 et 10 en termes d'augmentation de la sensibilité par rapport de ces méthodes type Segfish ou Merfish par rapport aux méthodes de séquençage type Visium. Vous êtes plus sensible, mais par contre, vous êtes plus sensible, vous êtes à l'échelle single cell, mais vous êtes obligé de sélectionner les marqueurs d'intérêt. Alors certes, vous pouvez en sélectionner un panel de 100, 200, 300 gènes que vous voulez identifier, mais vous êtes obligé d'avoir un a priori sur les gènes et les transcrits que vous voulez détecter. Donc, à la différence de Segfish, le Merfish, il y a une solution qui vient d'être récemment commercialisée, qui s'appelle donc le Merscope, ou qui vous permet donc d'hybrider donc sur des coupes histologiques, d'acheter en fait des sets de sondes pour des panels qui sont spécifiques des gènes de certains gènes. D'intérêt, je pense, ça a été beaucoup fait pour le cerveau. Il développe pour d'autres organes, où je pense que vous pouvez aussi demander à avoir des panels à façon.
Et vous voyez, donc, vous pouvez, encore une fois, c'est des coupes de cerveau. Beaucoup de données de transcriptomique spatiale ont été générées sur le cerveau. Et vous pouvez voir qu'on passe d'une vision macroscopique, où vous avez vraiment une distribution vraiment macroscopique des différentes régions du cerveau, à zoomer avec une échelle vraiment cellulaire et subcellulaire. Donc ça, c'est la troisième méthode parce que vous avez vu, c'est les deux premières méthodes d'hybridation sont quand même des méthodes qui sont assez complexes à mettre en place, même s'il y a des solutions commerciales qui commencent à arriver. Ça reste encore des solutions qui ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est des solutions qui sont relativement chères. Il faut compter à peu près, je pense, entre 3 000 et 4 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, par échantillon. Donc, si vous voulez passer plusieurs échantillons, ça peut vite revenir assez cher. D'autres équipes ont essayé de développer des solutions plus maison, et notamment une qui nous a pas mal inspiré, et je vous montrerai comment nous, on a essayé de l'adapter un peu pour nos questions, parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'avoir une détection de plusieurs centaines de gènes pour une coupe de tissu en particulier. Quand on a des questions relativement précises, on voudrait pouvoir aller et pouvoir analyser plusieurs marqueurs sur une même section de tissu, mais pas forcément aller jusqu'à plusieurs centaines, surtout au prix que ça coûte. Donc, il y a des équipes qui ont développé des méthodes un peu alternatives maison, comme celle-ci, qu'ils ont appelée OSM-FISH. Et c'est des méthodes, en fait, où ça repose encore une fois sur des cycles d'hybridation, mais avec des méthodes un petit peu améliorées pour gagner du temps et pouvoir multiplexer. Donc eux, ils font des cycles d'hybridation dans lesquels ils strippent, ils arrivent à enlever les sondes de façon extrêmement rapide pour pouvoir imager. En fait, tout revient sur c'est vraiment l'automatisation. Vous voyez ici tout le système fluidique qu'ils ont développé pour mettre en place sur des chambres sur le microscope, pour vraiment pouvoir faire passer les différents réactifs d'hybridation, faire l'acquisition des images, stripper les sondes pour en réhybrider de nouvelles, etc. etc. Et ça leur a permis, donc, il y a quelques années, encore une fois, dans le cerveau, vous voyez, ils ont pris une trentaine de gènes, ce qui n'est pas énorme, et ils ont pu faire, en termes d'identification de type cellulaire, déjà une classification extrêmement, que moi je trouve relativement vaste, où ils ont identifié donc, les 7 types principaux. Évidemment, si vous changez, si vous choisissez d'autres marqueurs, vous allez pouvoir aller dans un détail, aller encore plus dans le détail de certaines sous-populations. Vous voyez qu'ils ont pu vraiment identifier sur ces coupes de tissus de cerveau différents types de neurones, des astrocytes, et lorsqu'ils font le merge des différents champs, vraiment identifier à l'échelle cellulaire la présence des différentes cellules. Donc, encore une fois, vous voyez que la puissance du fait de pouvoir multiplexer et d'avoir accès vraiment à différents marqueurs pour pouvoir visualiser ces différents types cellulaires dans le tissu, ça permet, par rapport aux méthodes d'histologie classiques, vraiment de raffiner ces analyses spatiales. Donc, encore une fois, ça c'est juste pour vous illustrer, pour vous montrer un peu comment ce que ça donne. Et essayer de vous faire toucher du doigt la complexité du type d'analyse, la complexité de l'analyse de ce type d'image, parce que ça donne vraiment toujours à chaque fois des images assez jolies. Mais il faut bien voir que par exemple, dans le cerveau, il faut être capable de distinguer, d'attribuer le signal des sondes ARN à un type cellulaire en particulier. Donc, eux, ils ont choisi une approche assez classique d'avoir un marqueur de membrane cellulaire pour pouvoir arriver. Dans le cerveau, ça marche relativement bien. Vous pouvez, avec un marqueur de membrane cellulaire, arriver à délimiter les frontières entre les cellules, on va dire, et pouvoir donc attribuer le signal à l'intérieur de ce signal membranaire, l'attribuer à une cellule en particulier. Et vous pouvez, de façon très jolie, ensuite arriver à colorer en fonction des différentes
de l'identité des différentes cellules. Par exemple, si vous voyez par exemple ici, si c'est une cellule qui va exprimer majoritairement tous ces types cellules, tous ces gènes-là, eh bien, elle va être catégorisée comme un neurone inhibiteur et va prendre une certaine couleur, par exemple rose pâle, que vous pouvez voir ici. Et ainsi de suite pour chacun des types cellulaires, qui vous donne vraiment visuellement une idée de où se trouvent les cellules qui vous intéressent et quelles sont les cellules qui sont les unes à côté des autres. Donc, bien sûr, à partir de ces images-là, on peut faire des analyses spatiales beaucoup plus poussées, que je ne rentrerai pas forcément dans le détail de ce type d'analyse. On peut aussi, une fois que vous avez, que vous avez annoté les différents types cellulaires et que vous pouvez essayer de combiner, il y a beaucoup de développements qui se font là-dessus actuellement, pouvoir essayer de combiner en fait, les données issues du séquençage cellule unique, où là, votre tissu a été dissocié, vous avez dissocié tout votre cerveau, vous avez le profil moléculaire des différentes populations, avec les données spatiales, pour pouvoir remapper en fait, le profil moléculaire de chacun des types cellulaires que vous avez identifiés dans vos données single-cell, pour venir récupérer cette information spatiale que vous avez perdue. Donc ça, c'est vraiment des méthodes qui sont très récentes et où les développements sont extrêmement actifs. Et autant sur la partie méthode, on va dire la partie expérimentale, que sur la partie analyse, où beaucoup d'équipes développent de nouvelles méthodes d'analyse pour soit identifier les types cellulaires sur des données, sur les images, ou faire, comme je vous disais, faire l'intégration avec les données single-cell, etc. Donc, très brièvement, je voulais juste terminer par cette présentation un peu générale sur les différentes méthodes de transcriptomique spatiale, pour vous présenter un peu ce que nous on fait, ce qui n'utilise pas vraiment de la transcriptomique spatiale à grande échelle, comme on peut le voir, comme je vous l'ai présenté avec Merfish ou le Visium ou Segfish ou d'autres, mais plus en développant une méthode maison, qui permet un peu plus, comme la méthode OSM-Fish, d'identifier, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment identifier les différents types cellulaires, et notamment comment ces types cellulaires se réorganisent, comment le tissu change en termes de composition cellulaire. Donc nous, notre intérêt, il est d'analyser les effets de la radiothérapie dans le poumon, et notamment de pouvoir comparer les effets d'une radiothérapie conventionnelle dans laquelle le poumon va développer, s'il est trop irradié, va développer une fibrose pulmonaire dans les mois qui suivent la radiothérapie, à une radiothérapie flash dans laquelle il y a beaucoup moins d'effets secondaires, et notamment moins de fibrose pulmonaire radio-induite. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise donc des modèles de souris dans lesquels on irradie le thorax des souris. Et vous voyez là sur les scanners où les souris, donc 5 mois après l'irradiation, ça c'est une irradiation conventionnelle, elles développent une fibrose pulmonaire importante. Et donc pour essayer de comprendre en fait les mécanismes qui sont derrière ce développement de la fibrose pulmonaire radio-induite, et comment après radiothérapie flash, il y a beaucoup moins de ces mécanismes qui se mettent en jeu. Et bien, on a fait d'abord toute une analyse single-cell, donc une analyse de séquençage du poumon de souris, où on a dissocié le poumon, on a analysé les différents types cellulaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir des résultats de l'analyse single-cell, mais par contre, ça nous a permis d'identifier, comme ça a été fait dans d'autres organes, d'identifier vraiment le profil moléculaire de chacun des principaux types cellulaires dans le poumon, et pouvoir extraire, donc c'est une liste de marqueurs de quelques dizaines de gènes qui permettent d'identifier ces différents types cellulaires dans le tissu. Et donc on a utilisé une approche par hybridation de sondes de single molecule FISH, et on a venu hybrider ces sondes soit sur du tissu non irradié, du tissu sain, du poumon sain, soit du poumon qui a eu, après radiothérapie, qui a développé une fibrose radio-induite. Donc, bon, ça, maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être ce genre de représentation. C'est vraiment une représentation de données single-cell vraiment classique,
vous avez ce que je vous disais au début, on peut reconstituer chacun des différentes populations, des différents types cellulaires du poumon. Vous avez donc beaucoup de populations immunitaires, bien sûr. Vous avez des cellules endothéliales ici, ou des cellules épithéliales comme les cellules ciliées, les cellules club, les pneumocytes de type 2, enfin les différentes populations qui vraiment constituent le poumon, qu'on retrouve, auquel on a pu accéder donc, à la liste des différents marqueurs grâce à ces données single cell. Et nous, on a utilisé donc, une approche vraiment donc, par hybridation, mais une approche un petit peu différente de celle qui a été utilisée par d'autres. Pour gagner un peu de temps, donc on hybride un peu donc la totalité des sondes, des différentes sondes qu'on souhaite, des différents transcrits qu'on souhaite identifier. Puis ensuite, on vient hybrider des sondes secondaires qui contiennent les fluorochromes qui permettent de visualiser. Ici, vous voyez, donc ça fait des petits spots comme ça de fiches qu'on détecte. Et en même temps qu'on fait l'acquisition de cela, immédiatement après l'acquisition, on va venir stripper à l'aide d'un petit oligo, venir stripper donc les sondes secondaires qui contiennent les fluorochromes et hybrider de nouvelles sondes pour détecter de nouveaux transcrits. Donc vous voyez, tout ça, pour l'instant, on détecte 2 couleurs par arme d'hybridation, mais ça nous permet donc en moins d'1 heure de faire toute l'acquisition, l'hybridation et le stripping des sondes. Et donc vous voyez, on peut analyser vraiment plusieurs dizaines de gènes en l'espace d'une journée. Maintenant, c'est comme ça, tout se passe sur le microscope, dans une chambre, que ça soit, tout est automatisé. Et on peut imaginer, même en l'espace de 24 heures, facilement plusieurs dizaines de marqueurs. Pour vous montrer un peu un exemple de ce que ça donne dans le tissu de poumon, vous voyez, en un champ un peu grossi, ici, vous détectez un macrophage alvéolaire, ça c'est un CHIL3 est un marqueur de macrophage alvéolaire. À côté, ici, vous avez donc des cellules endothéliales. PKM1, c'est plus connu sous le nom CD31, qui est le marqueur archétypal des cellules endothéliales. Ici, vous avez un gros pneumocyte de type 2 avec des fibroblastes qui sont de part et d'autre aussi. Donc, pour vous montrer juste un exemple, là, c'est 4 marqueurs qui sont extrêmement spécifiques et qui vous permettent vraiment, juste à l'échelle d'un champ, de visualiser où se trouvent les différentes cellules. Comme on peut le faire avec ces fiches, rajouter l'expression de certains ligands ou de certains récepteurs pour vraiment visualiser, par exemple, quel serait un ligand qui est exprimé par une cellule endothéliale ici et un récepteur sur les pneumocytes de type 2, comment ces 2 cellules communiquent, faire l'analyse et puis regarder, par exemple, comment cette communication cellulaire est altérée après l'irradiation, par exemple. C'est un exemple comme ça. Il y a deux types d'analyses qu'on peut faire. Donc, pour revenir pour vous dire un peu très rapidement en termes d'analyse comment ça se passe, c'est pas très simple parce que vous voyez les images, c'est ce qu'on récupère du microscope, le tissu pulmonaire ayant pas mal de taux de fluorescence. Ça, c'est chez la souris, chez l'homme, c'est bien pire. On est d'abord obligé de nettoyer un peu le bruit. Là, vous avez un poumon d'une condition non irradiée, un poumon 5 mois après irradiation, vous avez de la fibrose. Je vous passe les détails, on nettoie on est capable de nettoyer tout le signal de bruit de fond, de segmenter chacun des noyaux qui sont présents dans notre champ. À la différence du poumon, du cerveau, le poumon c'est un peu plus embêtant parce qu'il y a beaucoup de types cellulaires qui se juxtaposent les uns à côté des autres, notamment les pneumocytes de type 1 avec les cellules endothéliales capillaires qui sont vraiment en contact très très rapproché. Donc c'est pas toujours facile d'arriver à distinguer les noyaux qui sont des formes assez plates et qui sont vraiment en contact l'un avec l'autre. On a développé des méthodes qui font appel à de l'intelligence artificielle pour vraiment arriver à les distinguer. Et bien sûr, après, donc, on peut segmenter le signal pour chaque image, et ça nous permet ensuite d'annoter les différents types cellulaires où vous allez identifier, vous pouvez colorer, comme ça a été fait pour les coupes de cerveau, ici en bleu, toutes les cellules de votre champ, qui sont en bleu clair, toutes les cellules qui sont identifiées comme des cellules des pneumocytes de type 2, et en orange, ici, vous avez les fibroblastes, par exemple. Donc, pour vous donner un peu le type d'analyse qu'on peut faire avec très rapidement, ça permet déjà de regarder, même sans avoir un nombre de marqueurs extrêmement important, on peut déjà identifier les principaux types cellulaires qui sont présents dans notre tissu et pouvoir déterminer la proportion de ces types cellulaires dans les différentes conditions.
Et donc, par exemple, on a pu voir que pour les fibroblastes et les pneumocytes de type 2, comme ce qu'on avait vu dans nos données single cell, en tout cas pour les pneumocytes de type 2, on a une diminution au cours de la fibrose pulmonaire, une diminution des pneumocytes de type 2 après irradiation. Et on a une augmentation, ce qui était un peu attendu, on a une augmentation du nombre de fibroblastes, puisque vous savez probablement qu'au cours de la fibrose, il y a une augmentation du nombre de fibroblastes, et notamment une différenciation en myofibroblastes. Alors que dans ce qui est cohérent, puisque c'était ce qu'on avait vu dans nos données single cell. Donc voilà, bon, je vais passer là-dessus. C'était un autre exemple de types d'analyse qu'on peut faire. Juste avant de finir, un autre type d'analyse qu'on peut faire, c'est en dehors de la composition, du changement de composition du tissu, on peut aussi analyser des marqueurs d'état des cellules. Et comme vous voyez ici, là, par exemple, les cellules endothéliales capillaires, quand on prend des sondes de cellules endothéliales capillaires et qu'on les associe avec des marqueurs de sénescence, par exemple, vous pouvez voir que certains capillaires vont exprimer des marqueurs de sénescence qui suggèrent qu'en fait, c'est certains capillaires qui deviennent sénescents après irradiation. Voilà. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous pouvez aussi non seulement caractériser la composition de votre tissu en fonction des conditions que vous avez. Nous, dans notre cas, c'est après l'irradiation, entre irradiation conventionnelle ou irradiation flash. Vous pouvez aussi regarder la réorganisation du tissu. Vous voyez, quand vous combinez, là, c'est juste 6 marqueurs, mais avec 6 marqueurs, vous arrivez à visualiser 6 types cellulaires différents. Et là, ce sont dans une condition contrôle, mais vous pouvez faire la même chose dans des conditions après irradiation et voir comment vous avez une augmentation, par exemple, de l'infiltrat de certains types de macrophages ou la destruction des alvéoles et comment les zones détruites vont être remplies par d'autres types cellulaires, les fibroblastes, d'autres cellules inflammatoires, etc., etc. Donc voilà, pour terminer sur cette présentation, donc, le champ de la transcriptomique spatiale, c'est vraiment quelque chose qui est encore en plein essor actuellement. C'est vraiment ça, il y a des développements vraiment actifs à tout niveau, que ce soit au niveau méthodologique, au niveau de l'analyse, la combinaison des données spatiales, de transcriptomique spatiale avec des données d'analyse single cell pour les intégrer. Et il y a donc différentes méthodes qui ont été développées. Parmi les méthodes commerciales que je vous ai présentées, il y a des méthodes qui sont plus de séquençage, comme le Visium de Dizix. Il y a d'autres méthodes qui sont plus d'hybridation, comme Merscope. Nanostring, j'en ai pas parlé, mais développe aussi différentes méthodes d'hybridation pour analyser pour faire de la transcriptomique spatiale dans le tissu sur différents types de tissus. Donc toutes ces méthodes, vous voyez, il y a beaucoup de développements commerciaux et qui arrivent actuellement sur le marché. Il y a encore relativement peu de publications avec ces méthodes qui sont relativement récentes, mais le nombre de publications ne cesse de croître. Le seul petit hic pour l'instant, c'est que ces méthodes sont encore relativement coûteuses. Il faut compter plusieurs milliers d'euros par lame pour ce type d'analyse. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui va pouvoir intégrer les labos d'Anapat et être appliqué en routine pour du diagnostic. Mais peut-être que dans le futur, ça le deviendra. Moi, je pense qu'il y a encore la place pour des développements plutôt maison pour la transcriptomique spatiale, comme nous le faisons, qui diminuent drastiquement les coûts de ce type d'analyse et permettent déjà de répondre à beaucoup de questions et permettent de faire vraiment beaucoup d'analyses différentes. Donc voilà, je m'arrête là, parce que je crois que j'ai déjà dépassé un peu le temps, et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Charles. Donc, en fait, continuez à écrire vos questions, comme ça, je pourrais les relayer. Il y avait une question qui, d'ailleurs, je pense, en tout cas, rejoignait certaines questions que je me posais moi aussi, qui étaient sur les outils bioinformatiques qu'il faut utiliser pour ces analyses. Alors, au début, la question était de savoir quel type
d'outil est utilisé pour les analyses des données DISIC spatiales? Tu sais? Alors, DISIX a développé un outil, comme pour ces données single cell, DISIX a développé un outil d'analyse de ces données. Donc, on peut les faire. Nous, moi, j'ai jamais analysé de données DISIX, donc je pourrais pas en parler précisément. Mais je sais qu'ils ont développé une solution associée pour permettre d'analyser leurs données. Donc, je ne sais pas si, je pense que c'est ce qu'utilisent la plupart en tout cas dans les publications récentes, c'est ce que les labos ont utilisé. Mais je pense qu'il y a en parallèle d'autres, que c'est aussi possible d'utiliser ces données, probablement avec des solutions plus maison. Mais c'est quand même essentiellement l'outil DISIX qui est utilisé pour l'instant. Après, pour les autres méthodes, c'est vraiment à façon. C'est-à-dire, il y a pas de. Alors, il y a des pipelines des pipelines d'analyse qui sont publiés en parallèle des méthodes, mais ça reste relativement compliqué, quoi. Comme pour les données single cell, où c'est pas faisable sans des connaissances bioinformatiques. Pour toute la partie spatiale, il y a une grosse partie d'analyse d'image qui est nécessaire. Donc, on peut pas se lancer comme ça tout seul encore sur ce type d'analyse. Il faut vraiment être accompagné de bioinformaticien, ouais. Oui, absolument. Et bon, te remercie pour ta réponse. J'avais une question, c'était sur la taille des échantillons. Jusqu'à quelle taille? Est-ce qu'il y a finalement, enfin c'est du 2D, c'est pas vraiment du 3D encore, le spatial qu'on voit. Et est-ce qu'il y a des limites, que ce soit petit en taille? Est-ce qu'on peut faire ça pour une biopsie, par exemple, sur une biopsie? Ou est-ce qu'on peut faire ça sur une grosse pièce chirurgicale? Oui, ça je pense que la limite de taille, en tout cas pour les solutions commerciales, c'est vraiment une lame, hein. Donc, c'est comme pour la NAPAT, je pense qu'à partir du moment où votre morceau tient sur une région, donc c'est vraiment assez grand quand même, hein. Notamment, je sais que pour rentabiliser les lames de DISIX, on peut mettre plusieurs échantillons sur la même lame, ce qui permet de diminuer un petit peu le coût par échantillon. Par lame, quoi. Donc, on peut imaginer une étude de biopsie en découpant une série de biopsies et faire passer par ce type d'analyse finalement pour aider lorsque la lecture est complexe et aider un petit peu au diagnostic à partir de la biopsie. On pourrait, ouais. Ça va augmenter le coût nettement, mais on pourrait tout à fait imaginer que ça soit fait pour des biopsies. Avec un petit bémol, peut-être, c'est qu'il faut quand même que les ARN soient préservés et de bonne qualité. Donc, je pense qu'il faut quand même s'assurer que ça soit des biopsies qui soient exploitables pour ce type d'analyse. Je pense compte tenu du prix, je pense qu'il faudrait peut-être un peu de mise au point et de s'assurer que les échantillons sont vraiment de bonne qualité pour faire ce type d'analyse spatiale. Donc, à ton avis, c'est une technique qui est quand même réservée à la recherche fondamentale Pour l'instant, et oui. qui n'est pas encore envisageable en application. Non, je pense que c'est un peu comme le séquençage au début. Je pense c'est des méthodes qui sont très très jeunes et qui probablement dans les années à venir les coûts baisseront et ça deviendra plus accessible pour des applications de diagnostic. Mais pour l'instant, ça reste cantonné plus à la recherche, quoi. Absolument. Je vois pas beaucoup d'autres questions, donc moi j'avais voilà. Il y a Serge Evrard qui demande en quoi consistent les techniques maison. Qu'est-ce que quand tu dis c'est les gens ont des techniques maison, c'est-à-dire qu'ils partent, ils associent un ensemble de techniques qui ont été développées pour autre chose? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ils développent des techniques d'hybridation, comme nous, on peut le faire. Il y a d'autres labos qui
utilisent enfin, qui améliorent un peu ou qui développent des techniques non commerciales, vraiment d'hybridation de sondes pour détecter quelques gènes par couple. Donc, ça demande un peu de développement, donc c'est vraiment pas. C'est pour ça que j'appelle ça un peu maison, parce que chacun a un peu sa recette. Et le principe général est le même, il y a quand même des petites adaptations pour chaque labo, mais le principe est le même, ouais, c'est vraiment d'utiliser des sondes pour détecter les ARN d'intérêt sur les couples de tissus, sachant que ce n'est pas des techniques qui vont vraiment à détecter un grand nombre de gènes comme les solutions commerciales, mais qui peuvent permettre déjà de répondre à des questions que les techniques d'histologie classique pour lesquelles les techniques d'histologie classique ne sont pas suffisantes, quoi. Et il y a pas une limite de taille de cellules? Parce que si tu travailles là, tu as parlé de 2 tissus, le cerveau et le poumon, qui sont relativement peu denses avec des régions, enfin, qui aident à restructurer un peu dans l'organe. Qu'est-ce qui se passe si on est sur quelque chose de beaucoup plus, avec des cellules plus petites, plus denses, comme certaines tumeurs ou certains tissus? Oui, mais ça c'est vrai que c'est pas. Il n'y a pas encore beaucoup de tissus qui ont été différents, qui ont été analysés vraiment par transcriptomique spatiale. Donc, c'est difficile de savoir s'il y a une limite de taille. Je pense que le problème, c'est vraiment plus la morphologie des cellules dans le tissu. Enfin, nous, dans le poumon, parce que c'est quelque chose que je connais un peu mieux, mais ce sera vrai pour tous les organes. C'est vrai que si vous avez des petites cellules qui sont assez semblables les unes à côté des autres, vous allez avoir en termes d'analyse, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir les séparer et d'avoir vraiment une résolution à l'échelle de la cellule unique. Alors que quand vous avez des grosses cellules qui sont très différentes les unes des autres, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je pense que peut-être que pour certaines, notamment, je pense à certaines cellules tumorales qui peuvent être pas forcément avec des tailles un peu différentes ou des morphologies quand même assez singulières, ça peut rendre les choses un peu compliquées. Surtout qu'elles ne sont pas si différentes que ça. Si vous avez à moins d'avoir des marqueurs extrêmement spécifiques de sous-type de cellules tumorales, je pense par exemple pour essayer de cartographier une tumeur en termes d'hétérogénéité, ça peut éventuellement poser des problèmes. Et c'est là peut-être que la combinaison des données single-cell avec les données spatiales peut apporter beaucoup. Je ne sais pas si ça répondait Non, c'était exactement. parfait, ouais, ouais. Donc, je crois qu'on est arrivé aux 19 heures fatidiques où on ferme l'écran. Donc, je vais remercier toutes les personnes qui ont tenu jusqu'au bout et qui ont participé. Je pense que Sophie va vous repréciser un certain nombre de choses. Oui, donc le PowerPoint vous sera envoyé dès réception par le docteur Charles Fouillade et je le mettrai en ligne aussi sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet et je vous donnerai le lien dès demain. Et notez dès à présent le prochain webinaire qui aura lieu donc exceptionnellement un mercredi, donc pas un lundi parce qu'à chaque fois c'était ce jour-là. Ce sera le mercredi 19 octobre de 18h à 19h. Ce sera donné par le professeur Jean-Yves Pierga, qui est oncologue médical à l'Institut Curie, sur les biomarqueurs circulants. Et vous recevrez un mail comme à chaque fois. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci. À très bientôt. Au revoir. Voilà, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir.